Merci, cher Martial. Alors, je vous annonce tout de suite que le propos sera très complémentaire avec ce qui vient d'être fait. Nous allons nous focaliser essentiellement sur la troisième couche du cyberespace, c'est-à-dire essentiellement les questions de données, de contenu, tout simplement. Bien, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, cher Guillaume, cher Bernard, chers étudiants, Internet est-il un espace de non-droit ? Certains d'entre vous auront sûrement reconnu ici l'expression employée par le doyen Carbonnier lorsque celui-ci évoquait l'hypothèse de non-droit dans un article publié en 1963. Indépendamment des réactions qu'il suscita, l'article attira surtout l'attention des juristes sur ce phénomène relativement ignoré ou sous-estimé, se situant au carrefour du droit et de la sociologie. Le non-droit, écrit Carbonnier, désigne l'absence du droit dans un certain nombre de rapports humains où le droit aurait eu vocation théorique à être présent. Comme vous pouvez vous en douter, l'expression ne laissera pas indifférent parmi les représentants les plus éminents de la doctrine. Michel Villet estimera qu'il s'agit là d'une de ces formules brillantes dont M. Carbonnier a le secret. Bruno Petit qualifiera quant à lui l'analyse qui lui est sous-jacente de magistrale. Alain Serriot, enfin, constatera, non sans arrière-pensée critique, que de nos jours, la séduction de ces deux petits mots contradictoirement reliés par un trait d'union ne cesse d'opérer. De jeunes docteurs se sentiraient frustrés s'ils n'en pouvaient user au détour de quelques phrases ou sections. N'étant pas encore docteur, je ne saurais, indépendamment de mon âge, me sentir visé par l'assertion. En revanche, je vous concéderai bien volontiers avoir été séduit par l'expression du doyen Carbonnier qui me semble parfaitement appropriée pour décrire cet espace dématérialisé qu'est Internet. Plus précisément, l'expression m'apparaît idoine au sujet d'un espace en particulier, le web, que beaucoup confondent avec Internet. En effet, si Internet est avant tout une technologie de mise en réseau, le web n'est qu'une de ses manifestations. Par abus de langage, nous affirmons aller ou naviguer sur Internet alors que nous explorons en réalité le web, soit l'espace dématérialisé permettant la publication, la gestion, la consultation de contenus reliés à l'aide de liens hypertextes et accessibles via un moteur de recherche. Le web est donc un espace de contenu que le droit se doit d'appréhender afin de pouvoir s'y appliquer. Mais si Internet, ou du moins le web, est un espace de non-droit, la mission devient alors impossible. Permettez-moi quelques prolégomènes afin d'affiner le sens de l'expression, car, vous l'aurez compris, le non-droit recouvre une réalité très précise aux yeux de Carbonnier. Il y a ce que le non-droit désigne, et il y a surtout ce à quoi il est faussement assimilé, en raison d'une lecture hâtive de l'expression. En effet, la négation, ce non, utilisé par Carbonnier, pourrait laisser entendre que le non-droit renvoie soit à une antonymie, le non-droit serait alors tout ce que le droit n'est pas, soit à une absence, le non-droit serait alors une reformulation quelque peu savante du vide juridique. Ces deux acceptions sont trompeuses, il nous faut les écarter. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. D'une part, le non-droit ne désigne pas l'antonyme du droit. En effet, une lecture intuitive de l'expression pourrait laisser à penser que le non-droit désigne finalement l'antidroit, le droit injuste. En ce sens, le non-droit renverrait à tout ce qui n'est pas, par essence, du droit, malgré une appellation trompeuse. Le non-droit serait alors synonyme de faux droit, celui qui n'en a que le nom, des règles dont les aspects formels ou matériels s'avèrent en contradiction avec les valeurs que le juriste, en tant qu'observateur extérieur de la norme, leur prête habituellement. Puisque cette réalité a déjà un nom, l'antidroit, Carbonnier refuse cette assimilation. Et d'autre part, le non-droit ne désigne pas non plus l'absence de droit. L'expression n'est pas une reformulation savante du vide juridique, car Carbonnier distingue clairement les deux. Il ne s'agit donc pas d'une pirouette intellectuelle visant à éviter d'user d'une expression galvaudée. Disons-le clairement, si le concept de vide juridique embarrasse chez les juristes,
c'est selon nous à tort. Le vide juridique existe, du moins aux yeux de la linguistique juridique. 2 questions suffisent afin de s'entendre sur le sens donné à l'expression et à dissiper tout malentendu. Tout d'abord, le vide juridique dont il est question, ce vide est-il synonyme du néant, faisant ainsi du vide juridique la traduction de l'absence totale de droit? Eh bien, c'est ici le sens donné à l'expression dans le langage courant, par les non-juristes. De connotation péjorative, elle désigne l'absence de règles applicables en un domaine donné. Le vide juridique tient alors, vous le savez, au quotidien, eh bien, une place importante dans le champ lexical des journalistes et des hommes politiques, car finalement, avec le vide, vient l'idée de perte de contrôle, d'imprévision, d'incertitude. Cette lacune ainsi dénoncée sous-tend alors l'injustice, le risque, la souffrance, le manque. Ceux qui l'invoquent réclament du changement. Vous l'aurez compris, le vide juridique est ici un objet de discours politique ou de récit journalistique. Bien qu'il puisse susciter l'angoisse chez le quidam, ce prétendu vide a tout d'une menace fantôme pour le juriste positiviste. La sagesse vient ici de la pratique contentieuse. Le juge saisi d'un litige ne peut pas refuser de statuer au motif qu'il ne dispose pas de règles applicables aux faits d'espèce. Ce serait là commettre un déni de justice. Est-ce à dire alors que le vide juridique n'existe pas au sens du vocabulaire juridique? En réalité, il nous faut admettre que ce vide existe dès lors que celui-ci s'entend comme un synonyme des limbes, un endroit, un espace où le droit demeure incertain, flou, mal défini, voire en attente d'application. En ce sens, le vide juridique peut s'appréhender comme la lacune non intentionnelle du législateur, dont le comblement incombe en l'espèce au juge, à terme au législateur, lorsque l'analogie ne suffit pas à suppléer la loi. Autrement dit, ce vide juridique désigne un espace où règne l'insécurité juridique. Il se peut que ces limbes soient un jour explorées par le juge, l'avocat, le juriste, l'universitaire. Ils devront s'y aventurer avec les outils dont ils disposent respectivement. Le législateur aura alors le loisir d'y apporter sa lumière si jamais il jugeait l'expédition infructueuse. Le vide juridique, ainsi appréhendé et distingué du non-droit, comment Carbonnier justifie-t-il cette distinction? La différence est importante et subtile. Ainsi, écrit le doyen, l'essentiel dans l'hypothèse du non-droit est le mouvement du droit au non-droit, l'abandon par le droit d'un terrain qu'il occupait ou qu'il aurait été de sa compétence d'occuper, le non-droit, en ce qu'il a de plus significatif, est le retrait ou la retraite du droit. En d'autres termes, eh bien, là où le vide juridique peut être considéré comme un oubli, le non-droit doit être perçu comme un renoncement conscient ou volontaire aux règles de droit. Permettez-moi une métaphore. Si le droit positif peut être représenté par une étendue d'eau, disons un lac de montagne, l'hypothèse de non-droit consiste à déplorer son assèchement progressif pour des raisons pouvant être de nature très diverse. Le vide juridique amène à considérer qu'il n'y a jamais eu d'eau observable en surface. Alors, rapporté au cadre de ce colloque, l'objectif de cette intervention est donc d'essayer de vous présenter en profondeur cette distinction à travers l'exemple d'un espace en particulier, celui du web, espace accessible via Internet. Autrement dit, si nous admettons l'idée qu'il existe des espaces où le droit est a priori absent, comment devons-nous les qualifier? S'agit-il de vide juridique, des espaces où le droit n'est pas immédiatement perceptible, ou bien s'agit-il d'espaces de non-droit, soit des lieux où le droit existant aurait normalement eu vocation à s'appliquer? Au-delà d'une simple querelle sémantique ou d'une disputatio sur une qualification particulière, c'est bien l'essence même du concept proposé par Jean Carbonnier qui est ici à saisir. Surtout, et sans vouloir faire preuve de réductionnisme, l'exemple du web me semble particulièrement pertinent dans la mesure où, depuis l'origine du réseau, sa qualification semblait aller de soi en tant qu'espace dématérialisé. Au regard de sa nature, de ses modalités de fonctionnement, la toile serait par principe un vide juridique. Beaucoup ont pensé que le droit y serait par définition absent. Il s'agit là,
j'aimerais réussir à vous convaincre d'un mythe, d'une idée fausse, car le droit est en réalité devenu omniprésent en ligne, en raison des multiples tentatives d'adaptation du droit existant. Disons-le simplement, non seulement le droit existe en ligne, mais il est aujourd'hui relativement clair. Nous sommes sortis des limbes. En revanche, une fois le mythe écarté, force est de constater qu'Internet est devenu un espace de non-droit, au sens de Carbonnier. Aussi clair soit devenu le droit applicable, il se peut qu'il ne trouve jamais à s'appliquer. Premièrement, grand 1, un mythe, Internet, espace de vide juridique. Sans surprise, il nous faut remonter dans le temps pour comprendre l'origine du mythe. Sans que nous disposions d'une machine à cet effet, je vous propose de revenir en 1996. La date n'est pas anodine, car elle correspond à une période marquée par de nombreux procès fortement médiatisés impliquant l'usage d'Internet en France. Le premier d'entre eux est la célèbre affaire Gubler, l'ancien médecin du président de la République, ayant révélé la réalité de l'état de santé de François Mitterrand dans un ouvrage intitulé « Le Grand Secret », paru au cours du mois de janvier, soit quelques jours à peine après le décès du chef de l'État. Bien qu'interdit à la suite d'une décision de justice, obtenue en référé, l'ouvrage se retrouve néanmoins accessible via Internet, car hébergé sur des serveurs situés à l'étranger. En mars de la même année, l'Union des étudiants juifs de France assigne également en référé 9 fournisseurs d'accès à Internet au motif que ces derniers permettent à leurs clients d'accéder à des sites, des forums et messageries à caractère négationniste. En mai, enfin, 2 gérants d'importants fournisseurs d'accès à Internet font l'objet d'une mise en examen pour recel d'images à caractère pédophile, leurs services permettant effectivement à leurs utilisateurs d'accéder à de tels contenus. Ils bénéficieront finalement d'un non-lieu. Cela étant, toutes ces affaires contribuèrent alors à faire d'Internet un véritable objet de discours tant politique que juridique. Saisi par le Premier ministre, par courrier en date du 22 septembre 1997, il revint alors au Conseil d'État d'essayer de clarifier les rapports entre Internet, le web et le droit positif français. En 1998, son rapport intitulé « Internet et les réseaux numériques » entendait ainsi interpeller les pouvoirs publics sur la nature et les règles relatives à cet espace dématérialisé. Comme le résument les auteurs de l'étude, Internet constitue avant tout, je cite, « un nouvel espace d'expression humaine qu'aucun opérateur ni aucun État ne maîtrise entièrement, et force est de constater qu'un tel espace n'est pas naturellement celui du droit. Celui-ci, d'application territoriale, s'appuie sur des comportements, des catégories stables et homogènes, soit autant d'éléments qui font défaut dans le cas d'Internet. L'enjeu n'est donc pas anodin pour le législateur français. Il s'agit d'assurer la crédibilité du système de droit positif à l'égard du web. Pensez sous l'angle des rapports entre le droit et les nouvelles technologies, voire de la technique, la problématique n'est pas nouvelle. Elle interroge simplement le caractère évolutif du droit face aux enjeux de son temps. Pourquoi Internet changerait-il fondamentalement la donne ? Dans le débat impulsé par le Conseil d'État, 2 arguments furent alors avancés par les adversaires doctrinaux afin de justifier qu'Internet soit un espace où le droit, dans sa conception étatique traditionnelle, devrait être logiquement absent. D'une part, la technologie que constitue Internet serait naturellement insaisissable par le droit, le développement du réseau étant perçu comme un phénomène en quelque sorte sui generis, nécessitant dès lors, et par conséquence, un droit sui generis. Alors, loin d'être politiquement neutre, une telle représentation d'Internet fut à l'origine de la doctrine cyber-indépendantiste, laquelle considère notamment que le web est un espace à part, déraciné, autonome, capable de s'autoréguler en l'absence de droit de nature étatique. Le droit positif, de manière générale ainsi disqualifié, d'autres normes s'en trouveraient à contrario d'autant plus justifiées. La fameuse lex electronica, où les modes alternatifs de règlement des conflits furent alors perçus comme des solutions plus légitimes et efficaces, pour ne pas dire plus légitimes car plus efficaces. D'autre part,
Quand bien même un droit de nature étatique aurait vocation à réguler Internet, aurait vocation à s'appliquer sur le web, celui-ci s'avérerait par définition inapplicable. En tant qu'espace international qui transcende les frontières, le web ne saurait donc coexister avec des systèmes de droit positif par nature, géographiquement limités et délimités. En réalité, aussi séduisants soient-ils en apparence, ces deux arguments demeurent des plus sophistiques, car aisément réfutables. Tout d'abord, le caractère sui generis d'Internet n'est rien d'autre qu'un caractère immatériel et n'implique pas nécessairement une approche juridique spécifique. L'affirmation n'est pas nouvelle. Ripper affirmait déjà en son temps que, je cite, « la transformation de l'économie par les découvertes de la science n'impose pas inéluctablement la naissance d'un droit nouveau ». À ceux estimant qu'Internet nécessite des règles sui generis, s'opposent logiquement ceux assimilant Internet à des technologies plus anciennes, mais familières, déjà digérées par le droit, avec l'idée que d'un point de vue strictement juridique, Internet ou le web n'est pas fondamentalement différent du télégramme ou du téléphone comme outil de communication. Vous vous en doutez, cette vision des choses m'apparaît à l'évidence comme étant la plus réaliste. Et à observer le législateur français, celui-ci n'a jamais cessé de simplement adapter, tant sur le plan technique que procédural, des règles de droit préexistantes afin de s'assurer qu'elles puissent s'appliquer en ligne. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. En tant qu'internaute, notre liberté d'expression est toujours encadrée par la loi sur la liberté de la presse de 1881, s'agissant des propos librement accessibles au public. Le droit des données personnelles est toujours régi par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, même modifiée sous l'impulsion européenne. Les contrats conclus en ligne doivent répondre aux principes du Code civil. Les infractions commises sur le web ou à l'aide d'Internet relèvent toujours, et encore, du Code pénal. Vous l'aurez compris, le droit applicable à Internet ou sur Internet n'existe donc pas en tant que discipline autonome. Aucun concept, aucun principe sous-jacent au droit positif n'a jamais été remis fondamentalement en cause par Internet. Aussi matériel soit-il, le réseau n'a jamais été synonyme de néant pour le juriste. En revanche, l'immatérialité a pu interroger à court terme les conditions d'application du droit positif, mais ne l'a pas pour autant jamais rendu inopérant. S'il y avait encore besoin d'une preuve que le temps de l'incertitude est révolu, certains représentants de la doctrine n'hésitent plus aujourd'hui à dénoncer l'inflation législative résultant des tentatives d'adaptation du législateur. Permettez-moi de vous donner quelques indicateurs chiffrés donnant une idée de la productivité incroyable du législateur français. En matière de régulation des contenus, et seulement en matière de régulation des contenus, près de 14 lois spécifiques, sans compter les projets ou propositions n'ayant pas été votés, ont ainsi vu le jour depuis 1996, soit une tous les 2 ans en moyenne. Parmi elles, la plus importante est sans aucun doute la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. Son article 6, rien que son article 6 relatif à la responsabilité des hébergeurs de contenu, a connu à lui seul plus de 20 modifications entre 2004 et 2022. Comment alors ne pas acquiescer ou sourire lorsqu'un membre de la doctrine écrit qu'Internet n'est pas un vide juridique, mais au contraire un espace d'hyper-droit. Surtout, la critique relative à l'inapplicabilité d'un droit national à Internet semble ignorer la réalité et la fonction même du droit international privé, lequel entend déterminer des critères de rattachement de toute activité, même dématérialisée, à un système de droit et à un juge, tous deux localement désignés. En définitive, il n'y a donc plus de croire ou de penser qu'Internet puisse être un vide juridique. À force d'adapter le droit existant, nous voilà enfin sortis des limbes. Permettez-moi de reprendre la métaphore comparant le droit positif à une étendue d'eau, à un lac de montagne. Si le vide juridique nous amène à considérer qu'il n'y a jamais eu d'eau observable en surface, le législateur français a ici joué le rôle d'un puisatier quelque peu zélé. Notre problème n'est donc en réalité pas l'absence d'eau. À force de forage, elle semble être remontée à la surface, pour mieux disparaître progressivement.
Il s'agit là de considérer qu'Internet soit malheureusement et paradoxalement devenu un espace de non-droit où l'entendait Carbonnier, au sens où l'entendait Carbonnier. Deuxième partie, une réalité. Internet, espace de non-droit. Permettez-moi de filer une dernière fois la métaphore. Si le droit positif peut être représenté par notre lac de montagne, l'hypothèse de non-droit consiste à déplorer son assèchement progressif pour des raisons pouvant être de nature très diverses. Autrement dit, il existe pour Carbonnier des espaces où le droit est présent, mais ne trouve pas à s'appliquer. En cela, nous précise le doyen, le droit aurait une vocation théorique à être présent, il est applicable, du moins en théorie, son applicabilité ne fait pas débat, mais demeure ineffectif au point que le renoncement à son encontre le transforme en non-droit. Dès lors, pour Carbonnier, comprendre la réalité du non-droit nécessite d'appréhender l'ensemble des mécanismes par lesquels le droit se retire. Le doyen distingue alors deux sources principales de non-droit, l'auto-limitation du droit et l'auto-neutralisation du droit. Seule la deuxième, heureusement, constitue une source de non-droit sur Internet. Premièrement, il se peut que le droit se soit retiré en raison de mécanismes d'auto-limitation, c'est-à-dire qu'il résulte de la volonté de la puissance publique que le droit soit mis en suspens pour des raisons comprises et admises par le droit. Il y a donc, écrit Carbonnier, des lieux et des temps de non-droit. Des lieux où, telle la marée, le droit s'est retiré, car il y a des espaces où la puissance publique estime nécessaire, voire indispensable, de relâcher la pression juridique pour des motifs très variés. Ainsi, écrit Carbonnier, on constatera l'existence d'îlots ou d'archipels de non-droit, entendus comme des espaces où le droit est suspendu. La Sorbonne, en mai 68, ou une église occupée par des personnes en situation irrégulière sur le territoire. En théorie, le droit devrait trouver à s'appliquer. En pratique, il n'est pas mis en œuvre. À ces lieux de non-droit s'ajoutent des temps de non-droit, des moments spécifiques où le droit est temporairement écarté. Le droit d'expulsion lors de la trêve hivernale, ou encore les règlements de police proscrivant les attroupements et le tapage nocturne lors d'un carnaval. Vous en conviendrez, il apparaît difficile d'estimer qu'Internet constitue un lieu de non-droit pour cette raison. En revanche, deuxièmement, il se peut que le droit se soit retiré en raison de son auto-neutralisation. Ainsi, écrit Carbonnier, par ses exigences, le droit en arrive à s'annihiler lui-même. Lorsque, par exemple, la mise en œuvre du droit dépend de l'action introduite par un particulier, le non-droit se constatera à chaque fois que celui-ci renonce, car il n'en va pas de son intérêt. Parce que le droit est dépourvu d'automatisme, il ne s'accomplit que par l'intermédiaire des hommes. Or, estime Carbonnier, l'action des hommes est soumise à la grande loi de l'intérêt. Même amiable, a fortiori contentieuse, la réalisation du droit requiert de l'argent et du temps. Si l'intérêt qui s'y attache est trop faible, il n'y aura rien. Le droit aura été neutralisé par le coût de son accomplissement. Si Internet est une zone de non-droit, c'est alors précisément pour cette raison, ignorée par le droit positif, mais révélée par l'approche économique et ou sociologique du droit, l'absence d'intérêt à agir. Voilà donc la cause principale du non-droit, voilà la cause de la disparition progressive de notre lac de montagne. Permettez-moi d'exemplifier afin que tout le monde comprenne les implications d'une telle situation. Imaginons qu'à l'issue de ce colloque, vous décidiez de vous connecter sur un réseau social sur lequel vous êtes inscrit et découvrez des propos insultants à votre encontre. Vous le concevez aisément s'agissant de la matière civile. Face à ce contenu qui vous est préjudiciable, votre intérêt à agir sera ici le fruit d'une mise en balance de nature économique. En toute logique, vous comparerez le coût induit par la mise en œuvre du droit avec les bénéfices que vous espérez en tirer. Une donnée change cependant la donne s'agissant d'un contenu accessible via Internet et présent sur le web. La procédure sera d'autant plus longue et coûteuse si l'auteur principal responsable est anonyme. En effet, vous devrez au préalable assigner à vos frais exclusifs le réseau social en tant qu'hébergeur sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin qu'il vous communique
les données de connexion de l'internaute indélicat. Encore faut-il que l'hébergeur daigne vous répondre. Encore faut-il que les données en question permettent effectivement d'identifier votre coquin. Sauf à disposer de moyens financiers illimités, sauf à ne pas compter votre temps, vous renoncerez inévitablement à faire valoir votre droit à indemnisation au profit d'une simple cessation du fait préjudiciable. Vous appellerez de vos vœux à une modération du contenu. Là encore faut-il que l'hébergeur y procède. Il se peut qu'il soit en désaccord avec vous sur la qualification du contenu au regard du droit français. Il se peut qu'il estime le contenu conforme au droit national auquel il se rattache en tant qu'entité immatérielle. Vous l'aurez compris, le non-droit est ici tout sauf théorique vous concernant. On pourrait alors imaginer que de telles considérations sont caractéristiques de la matière civile et donc étrangères au domaine pénal en raison de la nature des intérêts en jeu. Ce serait là une erreur fondamentale. Comme a pu l'écrire Jean Pradel, il se peut que le procureur classe sans suite à une plainte déposée pour des motifs d'ordre économique. Le cas typique, écrit le pénaliste, est le suivant. L'enquête a été longue, les faits sont bénins, et une poursuite risque de déboucher sur une condamnation symbolique. Le parquet alors classera, à moins qu'il ne fasse appel à une alternative à la poursuite. Il se peut aussi que le magistrat renonce purement et simplement aux poursuites car il les sait vaines d'avance. Ainsi déplore une représentante du parquet à l'occasion d'un colloque, je cite, « Ce qui est sûr, c'est que nous recevons de plus en plus de signalements et de plaintes au sujet de propos tenus sur Internet. Et nous nous trouvons alors confrontés à la bonne volonté des hébergeurs qui acceptent, ou non, de nous transmettre les données nous permettant d'identifier les auteurs des propos dénoncés. Cela entraîne donc une inégalité de traitement dans les plaintes dont le parquet n'est pas responsable et souffre effectivement. Permettez-moi de conclure brièvement. Si le non-droit n'est pas un phénomène propre à Internet, force est de constater qu'il s'y est développé avec une acuité toute particulière. Avec près de 61 millions d'internautes en France, le risque de voir se développer des contenus que le droit français renoncerait à saisir au motif qu'il se situe dans cet espace particulier, le web, n'est pas anodin. Faut-il pour autant désespérer face à l'ampleur de la tâche? Au risque de vous surprendre, l'espoir vient probablement du droit public. En tant que garante de l'ordre public, l'administration française dispose en effet, depuis la loi du 13 novembre 2014, de la faculté d'ordonner le retrait ou le blocage, en moins de 24 heures, de tout contenu pédopornographique ou terroriste accessible via Internet. Évidemment, vous en doutez, cette faculté de retrait-blocage s'exerce à la fois sous le contrôle de l'Arcom et du juge administratif afin de prévenir tout excès de pouvoir. Pourquoi alors ne pas étendre le champ d'application de ce type de procédure aux autres contenus dont la répression s'auto-neutralise? Ce n'est, hélas, pas l'orientation prise par le législateur, qu'il soit français ou européen. On ne peut que le regretter, car derrière ce concept si séduisant qu'est le non-droit se dissimule finalement une triste réalité pour tout juriste soucieux de l'effectivité. Le non-droit, en tant qu'espace de renonciation au droit, est aussi inévitablement un espace où le droit se cache pour mourir. Je vous remercie.